Janvier 2020. Du jour au lendemain, devant nos yeux stupéfaits, le monde s'est éclipsé, la vie s'est arrêtée. Les rues vides, les avions cloués au sol sur toute la planète, le monde entier qui retient son souffle, l'impensable s'est produit. Le scénario existait dans notre esprit car la littérature nous l'avait plusieurs fois annoncé, mais personne ne pensait le voir de ses propres yeux. Ce jour-là, nous l'avons vu, alors que nous l'avions déjà lu. Camus a pu écrire dans ses carnets en 1942, donc pendant l'occupation allemande. Je veux exprimer, au moyen de la peste, l'étouffement dont nous avons souffert et l'atmosphère d'éloignement et d'exil dans lequel nous avons vécu. Cette représentation d'un éloignement par un autre est la clé pour comprendre la genèse du roman d'Albert Camus. Dans une expression dépouillée et méticuleuse, un narrateur chronique la propagation d'une épidémie de peste dans la ville d'Oran. On assiste à toutes les étapes de cette épidémie et aux transformations qu'elle entraîne au sein de la société. Le récit et les personnages romanesques renvoient clairement à la tragédie classique. À la fin du roman, les portes de la ville sont réouvertes, laissant derrière elles un temps l'idée que l'homme porte le mal en lui-même. En 1838, le jeune colonel des hussards Angelo Pardi arrive à Manosque en Provence, où une épidémie de choléra fait rage. Virevoltant sur les toits d'une maison à une autre, il s'abstrait de l'abominable chaos de l'épidémie qui grouille au niveau du sol, tout en s'offrant une contemplation impressionniste sur le panorama d'une Provence à l'agonie. Tout comme Giono, le personnage d'Angelo est imprégné de l'idéal stendhalien. Il accorde une importance particulière au devoir et à la vertu. Il galope, il court, mais il n'hésite pas à descendre et rester au contact de ce mal foudroyant pour se mettre au service des malades. Angelo reste indemne car protégé par sa générosité et son courage qui forment son armure. On s'émerveille à la lecture du roman de la coexistence de protagonistes de lumière accompagnés par une écriture stendhalienne, poétique, aérienne et musicale, avec la description impressionniste de la maladie, où la médiocrité moisie, la lâcheté et la rapacité humaine sont engluées dans l'horreur poisseuse de l'agonie, faite de râles et de déjections dans une chaleur étouffante. Le Hussard est à la fois un roman d'amour, un roman d'aventure, mais aussi un roman politique, car comme dans La peste de Camus, le comportement révélateur du corps social évoque celui d'un pays sous l'occupation. Dans l'océan Indien, à bord du vaisseau Ava, pour rentrer chez eux, Léon et son frère Jacques voguent vers l'île Maurice. Ils sont contraints de débarquer sur l'île Plate, où ils devront rester en quarantaine suite à des cas de variole. Les deux frères sont héritiers d'une riche famille de Maurice, mais ils vont vivre différemment cet isolement. Jacques se sent prisonnier et s'inquiète pour sa femme et pour leur avenir. Léon, lui, est plus passionné. C'est lui qui porte le récit à la première personne. Il fait l'aller-retour entre les deux versants de l'île. Il est le lien entre deux mondes que tout oppose, celui réservé aux Européens et celui occupé par les Indiens,
où il va rencontrer la belle Suryavati. L'écriture intime de l'Ecclésio est d'une beauté inouïe. Elle nous fait vivre à la fois les affres de l'épidémie, la déchéance, les corps calcinés sur les bûchers, et une magnifique histoire d'amour, imprégnée par la nature rugissante de l'île qui accompagne la découverte d'une autre histoire que celle des colons. Il faisait chaud à Newark, dans le New Jersey, durant l'été 1944, très chaud. Lors de cette décennie où l'on croyait que les principales menaces qui pesaient sur le monde étaient la guerre, la bombe atomique et la polio. Bucky Cantor a 23 ans et malgré ses grandes aptitudes physiques et son corps de gymnaste, il n'a pu rejoindre l'armée à cause de sa vue. Il se trouve alors directeur des terrains de jeux sportifs du quartier juif de la ville. Les jeunes de son quartier le voient comme un personnage solaire et héroïque, en apparence invincible. Il lance le javelot de manière fluide et puissante. Pourtant, la flèche meurtrière, c'est peut-être lui. Némésis est un roman sur la culpabilité face au mal. Ici, l'épidémie n'est plus décrite de l'extérieur. Elle est vécue et subie par les protagonistes eux-mêmes. Leur peur et leur colère alternent avec des sentiments d'impuissance et de douleur face au mal imprévisible. Quand on voit tous ces jeunes hommes qui ne reviennent pas de la guerre, tous ces enfants qui perdent l'usage de leurs membres et dont les corps sont déformés à jamais, il faut bien un coupable. Alors le coupable, ce sera Dieu. Cantor hésite. Est-il raisonnable de fuir devant l'ennemi qu'est la maladie? Faut-il prendre la décision de retrouver sa fiancée dans un camp de Pennsylvanie, au lieu de rester auprès des gamins de New York, de préférer la chair au devoir? L'histoire de Bucky Cantor va mettre en évidence la vanité du sacrifice humain. Et son image du héros en jeune dieu sur laquelle se clôt le roman viendra corriger un instant le sens tragique de cette existence brisée. Gisèle, trentenaire et hôtesse de l'air, accepte sur un coup de tête d'épouser Marc, veuf et affreusement parfait. Elle se retrouve isolée dans sa petite famille américaine, alors qu'au loin, des rumeurs sur une étrange épidémie de grippe dite de Phénix planent sur les États-Unis et sur le monde. Le roman fait écho à notre comportement lors de toute épidémie. Face à l'appréhension du chaos et avant la panique, c'est d'abord l'insouciance. Laura Kashishke fait peur. Elle sait, à l'aide de petites choses anodines, créer un climat d'inquiétude chez le lecteur. Un nuage d'oiseaux dans le ciel, un été un peu trop chaud, quelques tombes récentes dans un cimetière, un ciel vide d'avions, une idée diffuse, lointaine, presque irréelle du drame, et on comprend vite que la fin du monde n'est peut-être pas si loin. Peut-être faut-il tout perdre pour se rendre compte à la fin que ce monde n'était pas parfait. Il savait ce que cette foule en joie ignorait, que le bacille de la peste ne meurt ni ne disparaît jamais, qu'il attend patiemment dans les chambres, les caves et les paperasses, et que, peut-être, le jour viendrait où pour le malheur et l'enseignement des hommes, la peste réveillerait ses rats et les enverrait mourir dans une cité heureuse.